Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. C'est la cinquième et dernière vidéo sur la question des clips performantiels. Je vais essayer de faire un petit peu bref parce que effectivement le temps s'écoule et il n'est pas infini. Et donc simplement alors on va reprendre la question des clips performantiels sur une chose qu'on a déjà pu un petit peu énoncer lors des séances en présentiel qui ont été enregistrés. C'était les tout premiers liens que je vous avais transmis au début du semestre. Et l'idée, c'est aussi qu'un clip performantiel, c'est-à-dire un clip qui met en scène l'artiste musical ou en tout cas quelqu'un qui effectue une performance d'ordre visuel musical sur la musique enregistrée, c'est finalement dans le format audiovisuel médiatique l'héritier direct d'un modèle spectaculaire qui est peut-être même pas celui du café-concert ou du spectacle de scène à proprement parler, mais celui de la boîte à musique. Parce qu'on était resté un petit peu sur cette idée que le vidéoclip a tendance à donner une apparence d'animation, au sens du cinéma d'animation, à tout ce qu'il filme, à tout ce qu'il montre sur un écran, et notamment les corps qui accomplissent des performances sur la musique sont animés par le montage, sont animés par les effets spéciaux numériques, sont animés voilà, par toutes sortes de stratégies de représentation qui sont directement liées aux moyens spécifiques de l'audiovisuel. Et l'idée d'une petite créature animée ou de plusieurs petites créatures animées qui opèrent à volonté, dès qu'on ouvre une petite boîte, la même performance visuelle corporelle sur de la musique, que ce soit le fait de faire semblant de jouer d'un instrument ou de chanter, ou que ce soit le fait de danser, et qui effectue toujours exactement la même performance sur exactement la même version de la musique, dans un texte une œuvre vouée à la reproduction et à la multidiffusion et au visionnage répété. Ça rapproche voilà, effectivement les vidéoclips performantiels de ce modèle de la boîte à musique, c'est-à-dire voilà, une petite boîte que vous ouvrez et puis à chaque fois vous avez le même passage du lac des cygnes de Tchaïkovski et la même petite ballerine qui effectue toujours la même petite chorégraphie. Et on ne s'en rend peut-être jamais autant compte de cette analogie entre le vidéoclip musical performantiel et la boîte à musique que lorsque on se retrouve face à des vidéoclips qui présentent véritablement une performance nue en épurant radicalement leur contexte DCS. Alors je rappelle, hein, le contexte DCS, c'est le contexte décor, costume, situation, qui est un moyen bien utile, un outil analytique utile pour comprendre les vidéoclips. Je ne vais pas vous le remontrer parce que vous pouvez le voir à volonté sur YouTube, et puis aussi parce que eh bien, nous avons également pu visionner ce clip lors d'une séance en présentiel. Donc ceux qui étaient là s'en souviennent et ceux qui n'étaient pas là peuvent la revoir avec le lien que j'avais envoyé. Si jamais, parce que je crois qu'à ce moment-là j'avais fait des oui transferts hein, pour ces premiers liens d'enregistrement des cours en présentiel pour la moitié du groupe qui n'était pas là. Si jamais vous n'avez plus le lien, qu'il a expiré, et que vous n'avez pas enregistré la vidéo sur votre ordinateur, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail antoine.gaudin@sorbonne-nouvelle.fr et je vous renverrai un lien vers la vidéo que j'ai depuis mise sur YouTube en mode non répertorié. Donc elle n'apparaît pas si vous n'avez pas le lien, comme la plupart des vidéos de cours qui est ici, que je vous transmets. Un clip qu'on a déjà analysé sous cet angle, c'est celui de Beyoncé, Single Ladies, qui est un clip un peu emblématique de la fin des années 2000. Il a eu un grand succès et il est à la fois très simple et en même temps il expose de manière très pure à la fois le plaisir du chant et de la chorégraphie qui ici ne souffre d'aucune
compétition avec quelque autre moyen expressif, puisque tout le clip est centré absolument là-dessus, sur le spectacle musical de Beyoncé et de ses deux background dancers, et en même temps donc ce modèle de la boîte à musique audiovisuelle, que l'esthétique façon plan séquence du clip de Single Ladies, c'est pas un vrai plan séquence mais il donne cette impression, renforce encore. Donc voilà, je m'arrête là pour ce clip-là. Vous voyez que je fais des efforts pour aller plus vite. Et ce sera la même chose d'ailleurs pour celui de Missy Elliott, Work It, 2002, puisque de la même façon, ce clip a été analysé dans un cours en présentiel, et donc on a transmis la vidéo. Donc même consigne, si vous n'avez plus cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous renverrai le lien. Ce que le clip de Work It nous avait permis d'étudier, c'est le fait que les vidéoclips musicaux, bien souvent, varient les contextes, décors, costumes, situations. Du coup, là, on est dans un modèle un petit peu différent de celui de la boîte à musique, qui a quand même un petit peu besoin pour être senti, d'une unicité du contexte, décor, costume, situation. À partir du moment où le contexte, décor, costume, situation varie au cours du clip, on est dans quelque chose d'autre encore, et on est très clairement du côté du pôle artificialité, cela dit sans être péjoratif, hein, c'est-à-dire du côté de la recherche par les réalisateurs de vidéoclips de la mise en scène d'un spectacle musical qui ne peut exister que dans un vidéoclip et pas sur une scène dans les conditions réelles d'exercice de la musique. En effet, à partir du moment où dans un vidéoclip performantiel, le contexte, décor, costume, situation varie d'un plan à l'autre, comme c'est le cas dans ce clip de Missy Elliott et en fait dans énormément d'autres clips. Mais je vous avais indiqué celui-là parce celui-là est particulièrement réussi et intéressant. Excusez-moi. En tout cas, cette façon de faire, du coup, de varier le contexte des CS, ça consiste à faire en sorte que la performance visuelle, incorporant à la fois du chant et de la danse, soit en fait continue, alors même que d'un plan à l'autre, l'artiste musical change de décor, l'artiste musical change de costume, et il semble qu'elle poursuit la même performance musicale au niveau de sa synchronisation labiale et au niveau de ses gestes de danse, magiquement, en étant en permanence délocalisée d'un contexte DCS à l'autre. Donc voilà, je vous laisse revisionner le clip Work It de Missy Elliott, ou bien éventuellement me demander le lien pour le cours dans lequel on en a parlé. Alors, il y a d'autres choses que je vais vous laisser regarder par vous-même, faute de temps là pour les aborder dans cette vidéo, parce que voilà, c'est la fin du semestre et voudrais éviter de trop vous surcharger avec des vidéos trop longues. En fait comment évolue tout au long de la carrière d'un ou d'une artiste musicale l'évolution, donc comment évolue la perception de sa persona, c'est-à-dire, pour faire simple, son image médiatique, à partir des clips qui sont devenus, à partir du début des années 1980, un élément absolument central dans la constitution de la persona des artistes musicaux. Qui peut également passer par d'autres formes de spectacles, qui peut passer notamment par leur spectacle de scène, qui peut passer par les images d'eux parfois dans les films de fiction, quand ils y apparaissent, parfois dans des émissions de télévision, des émissions de variété notamment, ou encore dans des photos de magazines ou des pochettes d'albums. L'important, c'est que la persona, c'est une construction médiatique, hein, ce n'est pas la vérité d'une personne, évidemment, et donc elle doit être analysée de cette façon. Et alors, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est de c'est de se pencher, par exemple, sur la persona d'une artiste comme Madonna.
notamment dans les années 1980. Donc Madonna apparaît dans l'univers musical en 1983-84 elle a une carrière assez fulgurante et elle a eu une carrière aussi très endurante, hein. Notamment pour une pop star féminine, elle a quand même été pendant une trentaine d'années tout en haut des charts. C'est quelque chose d'assez exceptionnel pour être souligné. Et en fait, la stratégie de Madonna, qui peut ressembler aussi à celle de Michael Jackson à la même époque, c'était les deux grands artistes nord-américains qui ont eu le plus de succès dans les années 1980 au niveau musical, au niveau de la musique pop, et qui ont tous deux partagent cette caractéristique essentielle qui est qu'ils ont parfaitement compris ce que le clip pouvait leur apporter. Ils ont été très soucieux de la transmission de leur image à travers le clip. Alors pour Michael Jackson notamment, c'est le clip culte de Thriller, le morceau titre de l'album Thriller qui date de 1983, réalisé par John Landis, dont on va reparler un petit peu quand je vais vous parler des clips narratifs dans une autre vidéo. Mais pour Madonna, en fait, ce qui est intéressant quand on observe par exemple l'évolution de ses représentations dans les clips de la fin des années 1980, comme par exemple Like a Prayer, où elle incarne à la fois une chanteuse glamour d'un côté et de l'autre côté performantiel et de l'autre côté narratif, une genre de girl next door, hein, la fille d'à côté, physique et l'apparence relativement neutre, mais qui s'amourache d'un garçon, etc. Bon, je vais raisonner avec des archétypes parce que c'est vraiment ça, il y a vraiment un jeu avec ça. Dans La Isla Bonita, on la retrouve sous la forme d'une sorte de Carmen qui est en adoration devant un joueur de guitare. Alors c'est intéressant parce que on voit vraiment dans ce clip se mettre en place tous les éléments du féminisme paradoxal porté par Madonna à cette époque-là, et notamment ce qu'on pourrait appeler, bon il faut faire attention avec ce terme parce qu'il est plutôt publicitaire médiatique, mais ce qu'on pourrait appeler un female gaze, c'est-à-dire l'idée d'une artiste musicale féminine qui ne renonce pas du tout à jouer le jeu de la séduction corporelle. Ça, on ne peut pas dire que Madonna y ait renoncé, mais qui l'assume et le détourne et le présente comme un choix rationnel, une façon de s'empouvoirer, hein, d'une certaine manière, pour reprendre les termes à la mode, et en même temps dans La Isla Bonita, eh bien, il est aussi question d'une femme qui est la vectrice du regard sur un homme, hein, et non l'inverse, ce qui dans le domaine des clips est quand même relativement rare et mérite également d'être signalé. C'est plutôt l'inverse à quoi on assiste la plupart du temps, c'est-à-dire des hommes qui sont porteurs du regard sur les corps des femmes. Dans Vogue, on l'a réalisé par David Fincher. D'ailleurs, les deux premiers, Like a Prayer, La Isla Bonita est réalisé par Mary Lambert, qui a beaucoup clippé Madonna à ce moment-là. Vogue, lui, est réalisé par David Fincher. Vous retrouverez le noir et blanc de son film Manque sur Netflix, à l'affiche sur Netflix actuellement. Vous verrez son goût pour le noir et blanc très esthétisant était déjà présent dans ce clip qui date de 1989, dans lequel Madonna fait la preuve aussi de sa capacité à s'approprier des cultures qui lui sont complètement étrangères, notamment ici la culture du voguing qui était plutôt installée en milieu urbain à New York, dans un milieu culturel assez underground, composé notamment de personnes transgenres et de personnes racisées. Donc elle donne une plus grande audience à cette forme de spectacle et en même temps elle s'associe à cette image un peu sulfureuse, underground, nouvelle, avec des profits également pour elle en termes de carrière. Dans Justify My Love, réalisé par Jean-Baptiste Mondino, eh bien là elle est davantage présentée comme une sorte de maîtresse sadomasochiste dans un clip très audacieux en termes de représentation et qui d'ailleurs a été très rapidement banni
de MTV et de la plupart des chaînes de clips. Et c'est intéressant parce que c'est aussi un clip qui est devenu très culte à cause de ça, à cause de la censure dont il a été l'objet, ce qui de fait l'a transformé en objet d'attention extrême. Et finalement, le contrat, c'est une chose intéressante à laquelle on peut réfléchir, c'est que le contrat promotionnel d'un vidéoclip n'a pas forcément besoin qu'il soit placé en rotation lourde sur les chaînes qui diffusent des vidéos musicales, puisque finalement, ce dont il a besoin, c'est qu'on parle. Le contrat promotionnel lié à l'artiste musical, l'important c'est qu'on parle de l'artiste et c'est qu'on parle du clip, pas forcément qu'on le visionne. Et en fait, la censure de Justify My Love a donné une aura extraordinaire à la chanson et à l'artiste, et a en fait parfaitement rempli du coup le contrat promotionnel, même si le clip a été relativement peu vu. Mais en fait, il l'a été déjà pas mal quand même, puisque étant donné qu'il avait cette aura sulfureuse, il a été vendu à l'unité sous forme de vidéocassette, et il a fait un carton. Madonna en a écoulé des millions. Donc l'artiste et son label se sont aussi ont aussi monétisé la vente du clip en tant qu'objet physique, à défaut de pouvoir exploiter le clip en tant qu'objet promotionnel, c'est-à-dire en tant que publicité. Tout ça pour dire qu'on est face très clairement à une artiste musicale qui, avec ses collaborateurs, gère parfaitement sa carrière et a parfaitement compris comment le vidéoclip musical, si on s'en sert bien, peut aider à porter une carrière et même à la porter sur la durée. À condition de se renouveler en permanence, c'est-à-dire de rester toujours un peu la même, parce qu'il faut être identifiable pour le public quand on est une grande star. Donc il y a par exemple certaines formes de provocation sexuelle, des références iconographiques à la religion chrétienne, voilà, ça fait partie de la persona de Madonna, ça ne bouge pas. Mais d'un clip à l'autre, voilà, elle est une girl next door, elle est une Carmencita dans la Isla Bonita, elle est une exploratrice de l'underground new-yorkais dans Vogue, où elle est une sorte de maîtresse sadomasochiste dans Justify My Love, et ainsi de suite, et on pourrait faire toute sa carrière avec la centaine de clips qu'elle a tournés, en détaillant comment à chaque fois il reste quelque chose d'elle en tant qu'archétype, et en même temps il y a toujours quelque chose qui change, notamment pour s'adapter au goût du jour, et pour se renouveler et créer quelque chose qui eh bien, suscite encore le désir de la part des fans et de la part des auditeurs. Donc le vidéoclip est un merveilleux vecteur pour ça, à partir du moment où on est avec une artiste musicale qui a parfaitement compris comment s'en servir. Voilà, je vous laisse visionner ces clips-là et puis d'autres aussi, si vous voulez. Moi, je vais vous parler ici de la question, on va regarder un premier extrait autour de la question de la fétichisation, parce que évidemment ce modèle de la boîte à musique, ou en tout cas cette façon dans le clip performantiel de donner vraiment en pâture à l'image, au public, à la curiosité, au voyeurisme du public, le corps d'un artiste musical, que ce soit un interprète, que ce soit un instrumentiste, que ce soit un danseur ou une danseuse. Ça pose la question du rapport que nous entretenons avec ces corps-là, ces corps des artistes qui sont représentés par les clips. Et comme les clips sont des objets multivisionnés, comme les clips sont des objets obsessionnels aussi, notamment les clips performantiels qui sont vraiment centrés sur les interprètes, qui sont la plupart du temps quasiment de tous les plans, voilà, la question de la fétichisation se pose, c'est-à-dire la question à la fois de l'objectification, de l'instrumentalisation du désir des spectateurs, de la projection dans le corps de l'artiste musical représenté à l'écran de quelque chose qui tient de l'idéal du moi spectatoriel, de la présentation par l'artiste musical d'une certaine attitude, c'est-à-dire à la fois, je vous l'ai dit, attitude en anglais, à la fois un comportement et en même temps une façon d'être au monde de façon générale. Et le clip, de façon générale, en tant que secteur de création, nous présente, notamment dans les clips performantiels, un défilé de corps qui sont désirables,
à différents niveaux, soit parce qu'ils correspondent aux critères de la beauté physique, notamment la minceur et puis l'aspect dénudé pour les femmes, ou l'aspect musculeux ou très élégant pour les hommes, soit parce que, donc là c'est avec les archétypes de l'époque évidemment, soit parce que ils suscitent le désir, pas forcément parce que ils sont là pour être attirants, mais en tout cas parce qu'ils sont là pour composer des modèles de comportement auxquels on peut s'identifier. Donc il peut y avoir un désir au sens de l'attirance et puis un désir au sens de l'identification. Dans tous les cas, voilà, se pose toujours la question de la fétichisation des artistes musicaux. Deviennent-ils des sortes de marchandises à force d'être ainsi exposés dans des messages, les clips qui ont une dimension artistique mais qui sont aussi des messages explicitement publicitaires. Voilà, vaste question évidemment à laquelle on ne va pas répondre ici, mais en tout cas ce qui est important si on considère que le clip est vraiment un défilé de corps permanent, hein, c'est les dimensions culturelles des représentations. Parce que évidemment le vidéoclip nous présente des corps qui sont aussi des corps genrés, hein, donc des corps d'hommes et des corps de femmes, qui sont aussi des corps racisés, hein, des corps blancs, des corps noirs ou d'autres appartenances ethniques, qui sont aussi des corps parfois qui sont marqués du sceau d'une orientation sexuelle particulière, hétérosexuelle ou homosexuelle, ou éventuellement encore d'autres sensibilités. Dans tous les cas, la musique pop, en fait, est un milieu dans lequel ces enjeux-là sont très présents, notamment parce que c'est un milieu dans lequel peuvent exister et peuvent accéder à une très grande audience des artistes qui, on va dire, appartiennent plutôt à des minorités à l'intérieur d'une société. Notamment, c'est bien connu que c'est surtout à l'intérieur de la musique populaire au XXe siècle que des artistes racisés sont arrivés vraiment au sommet de l'affiche, hein. Avant les années 70-80, on n'en voit pas beaucoup au cinéma, mais dans la musique, dans le jazz, dans le rock and roll, voilà, vous en avez plein. C'est de notoriété aussi publique. À la fin du XXe siècle, il y a une façon, une manière pour les femmes artistes musicales, à l'instar de Madonna, hein, donc de présenter finalement une forme de prise de pouvoir un peu paradoxale, une sorte de post-féminisme, c'est-à-dire finalement une façon de s'accorder au sexisme ambiant en jouant la carte de l'apparaître sexy, mais en même temps en la retournant, en reprenant le contrôle sur sa propre représentation et en faisant la preuve de son agentivité et en montrant que c'est une stratégie consciente pour prendre le pouvoir dans une société patriarcale. Et tout ça, ça passe énormément aussi dans le domaine de la musique pop et dans le domaine des clips. Et puis enfin, on peut aussi parler de la présence revendiquée d'artistes ouvertement homosexuels. Là encore, dans les musiques populaires, notamment à la fin du XXe siècle, et ça continue évidemment aujourd'hui, même si la route a été déjà bien tracée dans les périodes précédentes. C'est dans cet univers-là des musiques populaires que ces artistes ouvertement gays ont pu se présenter ainsi au public et être ainsi acceptés par une public, alors même que on était dans des sociétés qui étaient structurellement homophobes. Donc les musiques populaires ont toujours été un refuge en quelque sorte, ou en tout cas un secteur de création et d'apparition médiatique dans lequel les catégories minoritaires de la population ont pu exister, ont pu voir surgir des modèles parfois qu'on peut interroger, on peut parfois se demander si ce sont de bons ou de mauvais modèles, hein, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment, ce n'est pas un hasard si le vidéoclip musical, du coup, qui met en image en plus les artistes musicaux, va être vraiment le centre des préoccupations pour tous les gens qui s'occupent des questions de représentation culturelle. Parce que, encore une fois, notamment dans le vidéoclip performantiel, c'est un défilé permanent de corps
d'hommes ou de femmes, ça permet d'interroger les représentations de genre, des corps de différentes couleurs, ce qui permet d'interroger les représentations ethniques, des corps associés à différents comportements sexuels, ce qui permet différentes orientations sexuelles, ce qui permet d'interroger aussi leur statut à l'intérieur des sociétés. Donc là, il y a vraiment de quoi se régaler, et c'est pas un hasard donc si la plupart des études sur le vidéoclip, en fait, depuis l'origine, sont des études culturelles. Hein, sont des études en termes de représentation culturelle. Pour synthétiser un petit peu tous ces enjeux-là autour de la question de la fétichisation du corps de l'artiste, je vous propose de vous montrer un clip qui a fait débat à la toute fin des années 1990, réalisé par Paul Hunter, qui sera aussi dans les années 2000 un grand réalisateur, enfin un réalisateur très, très demandé, hein, pour des clips mainstream, pour le chanteur de soul D'Angelo. Le morceau n'a pas de titre, il est untitled, mais entre parenthèses c'est How Does It Feel, puisque c'est ce que chante D'Angelo dans le refrain. Donc voilà, je vous invite à visionner 2 minutes de ce clip. Et je retire mon image. Voilà, donc vous comprenez les enjeux de représentation qui ont pu être discutés autour de ce clip, dont il faut préciser qu'il a été réalisé donc, pour un artiste noir par un metteur en scène noir lui-même, donc des personnes noires en position d'agentivité, hein. Mais évidemment, la reprise ici, un peu ambiguë, hein, du spectacle, enfin de l'imagerie de l'exposition coloniale, a suscité des commentaires
commentaires qui ont pu aussi être négatifs, enfin en tout cas des débats, puisque d'un côté il y avait ces commentaires négatifs, et puis de l'autre d'autres commentaires plus positifs qui légitimaient la démarche des artistes sur ce clip, disant que notamment c'était une façon de se réapproprier une image qui avait été l'image du corps noir, viril, masculin, nu, livré en pâture, qui avait été une image, enfin qui renvoie à une imagerie raciste de base, mais le fait de se la réapproprier d'une manière consciente et joyeuse serait un geste d'affirmation. Donc voilà, moi l'idée ici de toute façon c'est pas de dénoncer des verdicts moraux, mais simplement d'analyser des images qui peuvent créer des tensions ou des débats dans la sphère sociale, et ce fut le cas de ce clip à travers lequel on voit quand même bien jouer la dynamique de la boîte à musique, et on voit comment la question de la fétichisation peut se poser, puisqu'il y a quand même relativement peu d'artistes musicaux qui se sont à ce point livrés à la caméra que D'Angelo dans ce clip, qui est un véritable plan séquence qui détaille, voilà, qui à la fois expose son corps dénudé, mais en même temps détaille aussi les moindres parties de son anatomie, en tout cas au-dessus de la ceinture évidemment, parce qu'il s'agissait quand même de faire en sorte que le clip puisse être diffusé sur MTV. Les concepteurs n'étaient quand même pas fous au point de se passer de ce moyen de promotion. Voilà, je vous laisse réfléchir à cet exemple-là. Et je reprends un petit peu le cours de nos développements. Alors, il y a une chose qu'on a un petit peu vu avec notamment le clip de Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, dans lequel elle se met à pleurer à la fin, la chanteuse, c'est que les vidéoclips performantiels qui mettent en scène les artistes musicaux, en tout cas les interprètes, leur demandent en fait d'avoir des compétences qui sont parfois au-delà de ce qu'on demande à quelqu'un qui fait carrière dans la musique, et notamment des compétences de comédien. Alors ça c'est le succès par exemple d'un artiste comme Eminem, que je pense, j'ai pas besoin de vous le présenter, hein, ça fait une vingtaine d'années environ qu'il est un artiste assez central dans le hip-hop, eh bien tient pas uniquement à ça évidemment, mais peut-être en partie à sa capacité très importante à incarner des personnages à l'intérieur de ses clips, à véritablement jouer la comédie, se présenter dans des positions très caricaturales de comédie, voilà, incarner des sosies d'Elvis Presley, des joueurs de baseball, des faux gangsters, etc. Donc toujours avec beaucoup d'humour, et parfois avec des discours politiquement assez incorrects, pour lesquels Eminem est assez connu. En tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, alors Eminem, c'est pas le seul, c'est un exemple que je vous aurais volontiers montré, mais je vous laisse aller le voir par vous-même. Dans We Made You, par exemple, en 2009, on le voit vraiment interpréter sa chanson à l'écran en playback, mais en incarnant en même temps toutes sortes de personnages avec des déguisements, avec un véritable jeu d'acteur, et il n'est évidemment pas le seul à avoir développé cette capacité-là. On peut citer notamment dans les années 80 le chanteur du groupe Van Halen qui s'appelle David Lee Roth, et qui à l'intérieur de ses clips avait également énormément mis en exergue sa propension au cabotinage, en tout cas au fait de jouer la comédie. Et donc il y a des artistes musicaux comme ça qui finalement, devant la caméra d'un clip, deviennent quasiment plus des comédiens que des interprètes. Mais de façon générale, le vidéoclip performantiel pose la question de ce qu'est finalement l'artiste musical qui apparaît à l'écran. Est-ce qu'il apparaît en tant qu'artiste musical, ou est-ce qu'on lui demande également d'assurer une performance actorale en bonne et due forme. Alors selon les clips, cela peut varier. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on a vu avec Madonna tout à l'heure, c'est l'idée de la plasticité de l'identité de la pop star, hein. Une pop star qui veut durer, ça doit être une pop star qui
qui peut accueillir dans sa persona, tout en gardant un petit peu la même, enfin, quelques fondamentaux de sa persona, qui peut accueillir et jouer des rôles très différents, de façon à se renouveler constamment. Et c'est un exercice auquel on peut par exemple assister avec la pop star contemporaine Taylor Swift, qui dans le clip de Shake It Off, réalisé par Mark Romanek, qui est un des grands noms du vidéoclip performantiel, vraiment un peintre de cour très recherché, hein, vraiment la Rolls-Royce pardon, des peintres, des réalisateurs de clips, quelqu'un que l'on s'arrache parce qu'il réussit toujours à mettre les artistes en valeur de façon originale. Alors son travail ici pour Taylor Swift, c'est pas le clip le plus fabuleux de la carrière de Mark Romanek, mais il est très intéressant dans la mesure où il montre vraiment, alors là, sans ambiguïté, une pop star qui est identifiée à une musique commerciale très attrape-tout, très sérielle, très voilà, sans aspérité particulière, très lisse, mais qui dans le clip en fait change en permanence de costume et de situation. Le décor reste le même, mais en tout cas à chaque plan quasiment est l'occasion de changer de costume et de situation, et qui se réapproprie en fait toutes sortes de cultures qui sont très éloignées a priori de ce qu'elle chante. Que ce soit la culture du ballet classique façon Lac des Cygnes, ou que pour faire référence à la question de la boîte à musique, ou que ce soit la culture hip-hop, ou encore d'autres façons d'envisager des univers musicaux très, très différents. Donc je vous laisse là également le visionner par vous-même. Euh, J'en arrive à quelques points particuliers, notamment à partir du moment où le vidéoclip performantiel ne montre plus l'artiste musical, mais montre d'autres corps en train de performer. Et il peut le faire notamment parce que le vidéoclip est un spectacle musical spécifique. Les moyens de l'audiovisuel, notamment le playback et la synchronisation entre images et son, permettent par exemple très bien à d'autres corps que celui de l'artiste musical de chanter sa chanson. Alors ça a été quelque chose qui a été beaucoup associé notamment à des enjeux genrés, notamment dans ces deux clips là que je vous souligne, celui de Terence Donovan pour Robert Palmer, Addicted to Love en 1985, et celui de David Fincher pour George Michael, Freedom. Le point commun entre ces deux clips, alors les clippers se sont vite aperçus dans les années 80 que plus ils mettaient des corps de jeunes femmes attirantes dans leurs clips, et plus les vidéoclips fonctionnaient bien, hein. Donc on retrouve aussi là l'aspect fétichisation dont on a parlé, et puis c'est un mécanisme qu'on voit aussi très bien opérer à l'intérieur de la publicité. On peut le déplorer, bien entendu, enfin déplorer en tout cas que ce soit toujours à sens unique, mais toujours est-il que le but des personnes qui réalisent des messages promotionnels, ce n'est pas d'améliorer la société, hein, c'est avant tout de vendre leurs produits. Et cette recette, entre guillemets, hein, a été évidemment appliquée et surappliquée à l'intérieur du domaine du clip. Alors les deux clips que je vous cite ici sont pas ceux qui prêtent le plus le flanc, je dirais, à la remarque de l'exposition de chair féminine, puisque les corps de femmes qui interviennent y sont raisonnablement vêtus, mais en tout cas, ils ont en point commun d'avoir fait intervenir des mannequins, c'est-à-dire des jeunes femmes qui font carrière dans le mannequinat, et qui ont trouvé dans le clip, dans les années 80, une façon aussi d'apparaître et de travailler, hein. Les clips des années 80 jusqu'à nos jours d'ailleurs, mais ça a été particulièrement visible à ce moment-là, font très souvent appel à des corps de jeunes femmes qui sont des mannequins professionnels, donc qui viennent ici, dans le clip essentiellement pour proposer leur apparence et pour accomplir aussi parfois certaines performances, même si elles ne participent pas donc à l'écriture et à l'interprétation du morceau musical. Dans Addicted to Love, par exemple, c'est en fait
le chanteur Robert Palmer qui apparaît, qui interprète son morceau en playback. Jusqu'ici tout va bien, mais il est accompagné par son groupe, mais à la place des instrumentistes, ou en tout cas des musiciens de studio, tous les instruments sont tenus par des jeunes femmes mannequins qui manifestement ne savent pas se servir de ces instruments, et du coup ce qu'elles font c'est qu'elles miment simplement un jeu de batterie, un jeu de guitare, un jeu de basse, comme vous et moi le ferions sans savoir exactement se servir de ces instruments-là. Ce qui est intéressant c'est que ça marche quand même, parce qu'en fait on n'a pas forcément besoin de voir l'exact jeu du moment que les gestes de la performeuse sont synchronisés avec celui de la musique que nous entendons, sont synchronisés avec la musique que nous entendons. Mais la façon un peu archétypale dont c'est fait, évidemment, pose la question, et ce clip en fait est un merveilleux moyen de poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces corps féminins qu'on met dans les clips, parce qu'on considère qu'ils sont un argument promotionnel, et on les y incorpore comme offre de chair, et en même temps on pourrait leur donner une place dans la performance, puisqu'a priori on n'a pas besoin des véritables instrumentistes étant donné que c'est du playback. Et donc ça donne ce clip assez étrange, Addicted to Love, qui a été très populaire à cette époque-là, notamment pour cette incongruité qui est que c'est donc un groupe de mannequins, tous habillés de la même façon, pour souligner évidemment le côté artificiel de la performance. C'est un groupe de mannequins donc, qui assure a priori le jeu instrumental derrière le chanteur Robert Palmer. Dans Freedom, George Michael n'apparaît quasiment pas, et c'est une poignée de mannequins stars de l'époque, comme Linda Evangelista, Naomi Campbell, quelques autres, qui font de la synchronisation labiale sur le texte du morceau. Donc on a vraiment l'impression que finalement ce sont elles qui chantent, et d'une certaine manière c'est le cas uniquement à l'intérieur du clip, évidemment. Je vous laisse découvrir ces clips-là par vous-même. Je vous montre un autre exemple où finalement cette façon de déléguer la performance à travers le principe de la greffe vocale. Greffe vocale, c'est un terme que je reprends à une de vos camarade des années précédentes, Claire Blin, étudiante sous ma direction, qui avait fait un mémoire sur le playback au cinéma, sur la façon dont un corps est habité par une autre voix, et c'est elle qui a trouvé ce terme de greffe vocale que je trouve tout à fait heureux. C'est pourquoi je le lui reprends. Vous pouvez consulter son mémoire si vous le souhaitez dans la banque de données Al Dumas. Et donc cette greffe vocale, elle est un moyen pour le clip de renouveler le spectacle musical en montrant d'autres corps que celui de l'artiste en train de performer, en train de chanter la chanson. Et voyons ce qu'un clipper comme Spike Jonze, qui est un clipper très conceptuel, à la fois qui a beaucoup d'humour et qui a aussi des idées très fortes pour concevoir les clips, et très original. Voyons comment il a utilisé la greffe vocale pour le clip de Notorious Big, Sky's the Limit, en 1997. Ça fait pas partie du clip. Good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight? I'd like to welcome to the stage the lyrically acclaimed. I like this young man because when he came out with the phrase, he went from ashy to classic. I like that. So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.G. The Notorious B.I.G., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had to pay a lead. Besides that, the pinstripes in the one I wore on Mondays and Wednesdays. My niggas flirt. I'm sewing tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside?
I see you later. They come to trouble. Oh, that's that nigga with the fake. Wow. Why you punch me in my face? Stay in your place. Play your position. They come my intuition. Go in this nigga pocket. Rob him while his friends watching. And hoes clocking. Here comes respect. This crew's your crew, or they might be next. Look at their man eye. Big man, they never try. So we roll with them. Storm with them. I mean, loyalty. Niggas don't need milks at lunch. The milk with chocolate. The cookies. Run and crunch. They eat high spots to ruin while you done. That's slut. Vous voyez, un clip qui reprend sous la forme du pastiche tous les ingrédients du clip gangsta rap traditionnel, hein, grand manoir avec piscine, voiture de luxe, costumes et bijoux ostentatoires. Même au niveau stylistique, hein, avec ces plans avec une très grande profondeur de champ, ces ralentis esthétisants, et puis ces plans qui raccordent aussi très souvent avec des fondus, hein, pour donner une impression un peu langoureuse. Voilà, au niveau du contexte, décor, costume, situation, et au niveau du style de mise en scène, on est complètement dans le registre du pastiche. On reprend totalement la forme initiale, celle du clip sériel de Gangsta Rap, avec l'artiste musical qui expose ses signes extérieurs de richesse dans une démarche matérialiste qui peut évidemment aussi se lire comme une revanche, notamment pour des artistes noirs qui, à l'intérieur d'une société américaine très capitaliste, où la réussite sociale joue une grande part dans l'appréciation d'une personne, expose ainsi aux yeux du monde leur revanche sociale, donc leur façon de s'épanouir dans le registre du luxe, étant une façon aussi d'affirmer leur présence et leur existence. Ce que je souligne simplement pour dire qu'il faut aborder évidemment cette question de manière un petit peu complexe, et de voir aussi toutes les contradictions qu'il y a dans les textes médiatiques, pour ne pas non plus les réduire à un simple matérialisme bas du front. Mais en tout cas, pour revenir sur le clip de Spike Jonze, ici, pour Notorious Big, il y a quand même une originalité fondamentale, c'est que ce sont des enfants qui incarnent tous les rôles du clip, donc notamment des enfants qui incarnent les rôles de Notorious Big, le rappeur principal, et de Puff Daddy, qui intervient de temps en temps dans le morceau, c'est le petit maigre à côté, hein, et qui chante en même temps le refrain. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que Spike Jonze effectue ce type de représentation. Enfin, d'abord parce que c'est assez intéressant, ça renouvelle les choses, ça nous permet de montrer finalement que peut-être ces types de représentations que l'on voit beaucoup dans les clips grand public, notamment de rap mainstream, sont peut-être finalement des représentations qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux, parce que ce sont aussi des représentations de grands enfants, hein, qui s'amusent à nous montrer leurs jouets. Alors ici, justement, le fait de les faire incarner par des enfants, ce serait évidemment quelque chose qui permettrait de souligner cet aspect-là. Donc il y aurait en même temps, derrière le côté un peu parodique, une dimension un petit peu critique, mais en même temps compréhensive vis-à-vis de ce type de représentation. Mais la raison principale pour laquelle, en tout cas, Spike Jonze fait cela, et en tout cas a pu faire cela, parce qu'il faut l'accord de l'artiste musical et de son label, et quand on connaît la préoccupation de ces derniers pour la mise en valeur fétichisante de leur poulain, peut-être que ça aurait été difficile en temps normal de convaincre le label de Notorious Big de laisser tourner ce clip avec des enfants sans que la star elle-même, Notorious Big, apparaisse. Mais donc la raison pour laquelle Spike Jonze peut faire ce clip sans trop de problèmes finalement, c'est que Notorious Big, au moment où ce clip est tourné, n'existe plus, il a été assassiné. Alors
je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y avait une forme de guerre entre East Coast et West Coast dans le hip-hop des années 90, et à quelques semaines d'intervalle, deux des grandes stars du hip-hop, Notorious Big côte Est et Tupac côte Ouest, ont été assassinés par balle, l'assassinat de l'un étant possiblement une vengeance pour l'assassinat de l'autre. Bon, ça, on est dans le registre du fait divers, mais ce qui compte pour nous, c'est que Notorious Big n'existe plus au moment où on tourne le clip, et donc il faut bien trouver un corps de remplacement, et il est fort probable que Spike Jonze ait pu imposer cette solution de greffe vocale sur des corps d'enfants, parce que Notorious Big ne pouvait plus tourner lui-même le clip. S'il avait pu le faire, il est peu probable que ce clip-là, sous cette forme-là, ait pu exister. On aurait peut-être eu exactement le même, mais avec le vrai Notorious Big et puis des corps adultes, évidemment, tout du long. Donc un cas particulièrement intéressant, voilà, de vidéoclip à la fois performantiel et conceptuel, hein, puisque ce que je vous avais dit lors d'une précédente vidéo, c'est que quand on pose la question de la classification des clips, il faut la poser de manière souple et considérer que un clip peut tenir à la fois du clip performantiel et du clip narratif, ou du clip performantiel et du clip conceptuel. Ici, le concept, c'est évidemment cette greffe vocale sur des corps d'enfants. Il y a d'autres artistes aussi qui ont élaboré une poétique de l'avatar, c'est-à-dire qui ont envoyé dans les clips performantiels finalement d'autres corps que le leur pour performer sur leur musique. Alors un exemple très fameux, c'est le clip de Godley and Cream pour Lou Reed, No Money Down en 1986. Lou Reed faisait partie de ces rockers déjà bien installés et bien établis en termes de persona, hein, et notamment en termes de rébellion et de positionnement anti-système. Donc il a fait partie notamment de tous ces artistes musicaux qui se sont montrés officiellement très hostiles au principe même du clip, parce que le clip c'était quelque chose qui affadissait la musique, c'était un geste purement commercial et publicitaire, etc., etc. Et puis comme évidemment pour tous les autres, c'était le cas avec Bruce Springsteen, c'est ce que je vous expliquais dans une précédente vidéo, la pression des labels et des maisons de disques est trop forte parce que le manque à gagner si on ne tourne pas de clip est énorme. Et bien Lou Reed s'y résout, mais avec la complicité du duo Godley and Cream, qui est un des plus réputés duos de réalisateurs des années 1980, eh bien, il tourne le clip de No Money Down en envoyant un robot à sa place, un robot très bien réalisé, hein, de la vraie animatronique sans image de synthèse du tout. On est en 1986, et un robot à l'effigie de Lou Reed qui interprète en synchronisation labiale, en playback, le morceau, voilà, gros plan tête parlante, talking head, sur le robot, sur fond noir. Donc un geste assez punk en fait, finalement, assez austère. C'est vraiment un clip auto-réflexif critique, c'est-à-dire un clip qui semble porter en lui-même la critique du principe même du clip. Comme il en existe pas mal en fait, des clips de ce genre, je vous laisse le regarder vous-même pour voir aussi ce qui arrive à ce pauvre robot tout au long du clip, parce qu'il ne termine pas la prise de vue intacte. On peut aussi mentionner, pourquoi pas, le clip de Arca, Thievery, réalisé par un des grands noms du clip actuel, vraiment un réalisateur qui s'est révélé dans les années 2010, Jesse Kanda, notamment pour sa collaboration donc très choisie avec quelques artistes musicaux, dont FK Twigs et donc Arca. Le clip de Thievery est intéressant, peut-être intéressant que je le montre, parce qu'il va aussi nous interpeller par rapport au clip de D'Angelo, How Does It Feel, que nous avons visionné auparavant. Le clip de Thievery date de 2014. Je vous propose d'en voir 1 ou 2 minutes.
Voilà, je pense que vous pouvez faire le lien avec le clip de D'Angelo, hein. On est ici face à un corps qui n'existe pas, hein. C'est un corps numérisé, c'est un corps en image de synthèse. Et c'est une performance très austère, là encore, hein, sur fond noir, plan séquence, la caméra ne bouge pas. C'est manifestement un corps racisé, c'est un corps dénudé, c'est un corps de femme. Son, Ça dialogue évidemment aussi avec la mode des clips en twerk, hein, qui mettent en valeur cette danse provocante qui se repose essentiellement sur les mouvements du fessier. Et dont on a pu voir dans une précédente vidéo un exemple plus premier degré, donc avec le clip de Nicki Minaj, Anaconda. Et donc ce clip-là, qui est quasiment contemporain de Anaconda, hein, et a une dimension réflexive peut-être plus importante parce que finalement il nous interroge sur ce qu'on est en train de visionner, hein. C'est sa grande vertu, je pense, et peut-être qu'on pourrait dire aussi la même chose du clip de D'Angelo, finalement, c'est-à-dire que en reprenant une imagerie qui est une imagerie coloniale, hein, celle aussi de la Vénus hottentote, de cette femme noire aux fessiers proéminents qui a été exposé, exhibé à la fin du XVIIIe siècle dans l'Europe des Lumières, et dont Abdelatif Kechiche d'ailleurs a tiré un film très beau et très éprouvant qui s'intitule Vénus Noire, hein, si vous avez envie de vous renseigner un petit peu sur cette histoire, vous pouvez évidemment visionner ce film. Mais donc la Vénus hottentote, ce n'est pas une référence explicite, c'est une connotation à laquelle on peut penser en visionnant cette image-là, cette performeuse numérique, voilà, une boîte à musique avec un personnage en image de synthèse qui renvoie à cette imagerie-là et qui du coup le fait de façon tellement frontale et tellement provocante et tellement radicale, hein, d'une certaine façon, que l'image elle-même se met donc à questionner le rapport que nous entretenons avec elle. Il y a à la fois une stratégie d'enfreakment, comme on dit, hein, c'est-à-dire une façon de représenter l'étrange en tant qu'il est étrange, de l'exhiber de cette façon-là, tout ce qui est en dehors de la norme, hein, tout ce qui est corps marginal. Et puis, il y a une façon, avec la fixité du point de vue, avec l'austérité, le minimalisme de la performance aussi, de questionner le visionneur sur ce qu'il est en train d'observer. Et ça s'inscrit dans l'œuvre vidéo donc, commune à Jesse Kanda en tant que réalisateur et à Arca en tant qu'artiste musical, dont quasiment tous les clips en fait questionnent les normes de genre, les normes de comportement, les normes ethniques, etc. En questionnant aussi les spectateurs et leur regard, et le regard qu'ils portent sur les choses, mais sans signification clé en main, hein. Il ne s'agit pas de dénoncer quoi que ce soit, et ici il s'agit simplement de livrer une expérience un peu troublante qui renvoie à des images qui ont été des images oppressantes à un moment donné de l'histoire, qui se les réapproprie d'une certaine façon, qui en fait autre chose et qui en fait quelque chose qui voilà, peut nous questionner et peut nous permettre de débattre évidemment sur nos représentations culturelles. Voilà pour ce clip. Il faut aussi mentionner évidemment que les clips performantiels, mais ça c'est pour le coup un véritable, ça crée véritablement un lien avec les origines des spectacles musicaux, notamment des concerts ou même des cafés-concerts. Les clips performantiels peuvent être accompagnés d'autres types de performances. La question de la performance, c'est même plus forcément la performance musicale, ça peut être toute forme de spectacle visuel intéressant qui se passe devant l'écran pendant qu'on écoute la chanson. Alors, je vous parlais de la capacité de Madonna à se réapproprier des cultures avec lesquelles elle n'a pas grand-chose à voir pour rester dans le coup. Vous pouvez voir par exemple le clip que le clipper, un des grands clippers aussi des années 2000, Jonas Åkerlund, ce clipper lui réalise pour elle, pour la vidéo de Jump, où elle reprend une pratique culturelle qui était très en vogue au milieu des années 2000, qui est le parcours urbain, hein,
qui a donné quelques films grand public qui, je crois, sont pas des chefs-d'œuvre. Mais bon, en gros, ça consiste à eh bien, prendre la ville comme un terrain de jeu et à la prendre comme un terrain de cascade, comme un terrain de performance physique. Et on voit très bien dans ce clip comment opère la jonction entre Madonna, qui est de son côté en studio et qui incarne la chanson, visuellement, qui est en playback, et puis des performeurs qui effectuent des cascades réelles dans une ville japonaise. On peut se demander à qui appartient la performance. Est-ce que finalement elle n'est pas partagée entre Madonna d'un côté et ces performeurs urbains de l'autre, même si ces performeurs urbains donc n'accomplissent aucune performance de type musical à proprement parler. Après, on peut toujours se dire que leurs mouvements de parcours urbain ressemblent à de la chorégraphie et peuvent être pris aussi dans ce clip comme des mouvements de danse, pourquoi pas, mais ça n'est pas ce que c'est de façon directe. Dans le clip pour Noir Désir, qui tourne pour Noir Désir, le réalisateur Jacques Audiard, que vous connaissez sans doute, notamment réalisateur de Dipan, Palme d'Or à Cannes en 2016, je crois. Dans le clip qu'il réalise pour le morceau Comme elle vient, il fait quelque chose d'assez original parce qu'il fait interpréter la chanson non pas par les membres du groupe Noir Désir, mais par des malentendants, des personnes malentendantes, qui l'interprètent en langue des signes. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que finalement, le playback, entre guillemets, ne peut être compris qu'en langue des signes, puisque finalement, ce n'est plus de la synchronisation labiale, c'est une synchronisation entre les gestes des mains et les paroles de la chanson. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les gestes des mains ont une dimension chorégraphique, et que du coup, ces personnes malentendantes assurent une double performance, à la fois de synchronisation de leurs mains expressives sur les paroles de la chanson, et une synchronisation de leurs gestes chorégraphiques, finalement, sur le rythme de la musique. Je vous laisse l'observer vous-même. Peut-être un petit extrait pour illustrer ça, cette idée que la performance peut se partager avec d'autres corps en situation d'accomplir des choses qui sont de l'ordre du spectacle sur la musique, dans un clip assez ravageur tourné par Romain Gavras pour l'artiste MIA. Bad Girls 2012. Je vais vous montrer la fin du clip. Swag
Voilà, un clip qui illustre bien le degré, je dirais, enfin, de, le caractère inattendu et surprenant que peuvent parfois prendre les vidéoclips performantiels, comme par exemple ici l'idée d'emmener une artiste anglaise, certes porteuse d'un héritage multiculturel affirmé, hein, voilà, dans la péninsule arabique, pour tourner avec pas mal de figurants habillés en habits traditionnels, un clip qui va se centrer essentiellement autour de performances de cascades de voitures sur le bitume dans le désert. Donc c'est un clip qui montre l'artiste musical qui synchronise l'habillement ses lèvres sur les paroles de la chanson, qui a des background dancers, comme le font souvent les clips performantiels, mais une grande part du plaisir et de l'intérêt que le clip suscite, au-delà de ce décor exotique et inattendu, ça vient du fait que il y a des performances de cascades de voitures qui opèrent sur de la musique, qui ont donc un aspect quasiment chorégraphique. Et donc ces performances-là, elles font partie intégrante de la dimension performantielle, justement, de ce clip. Et elles nous questionnent aussi sur le lien, encore une fois, que le clip entretient avec le spectacle de scène de la musique, où alors certes on a rarement eu des voitures qui faisaient des cascades, mais finalement toute la tradition du café-concert et du music-hall qui vient du 19e siècle, hein, a très souvent consisté à mettre ensemble des artistes musicaux, des danseurs ou danseuses et par exemple des acrobates, des magiciens, etc., qui exécutent leur tour pendant la musique, pendant que la musique opère. Donc on a finalement dans ce clip super moderne, dans son imagerie et sa réalisation, la réactivation d'un archétype du spectacle de scène. En ce qui concerne, alors il faudrait dire des choses évidemment sur la question de la danse. La question de la danse est une question très vaste à l'intérieur des clips. Il y a différents types de danse, il y a différentes façons de montrer la danse. On peut montrer la danse à la façon de Fred Astaire, c'est-à-dire la caméra prend l'artiste danseur en pied, le montre intégralement et ne coupe pas sa performance. Elle se contente essentiellement de l'enregistrer. On peut y penser par exemple devant Thievery d'Arca, même si la performeuse ici est une créature numérique. Ce qui permet aussi de se poser la question, hein, une autre question que ce clip-là permet de se poser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi qu'est-ce que je fais moi, un spectateur de clip, en train de regarder danser une personne qui n'existe pas. Il y a aussi cet aspect-là qui peut entrer en ligne de compte, bien sûr. Bon, il y a le modèle Fred Astaire, ou alors il y a le modèle Busby Berkeley, pour citer un autre grand nom de la comédie musicale hollywoodienne, qui consiste là pour le coup à vraiment utiliser toutes les ressources de la mise en scène et du montage et du cadre, etc., pour créer des chorégraphies à l'écran qui sont inenvisageables ailleurs, qui sont inenvisageables sur scène. Alors que le modèle Fred Astaire, c'est un modèle qui est parfaitement reproductible sur scène, pour peu qu'on ait un performeur en chair et en os. Le modèle Busby Berkeley, finalement, est le modèle qui va davantage du côté de l'artificialité, pas encore une fois pas au sens péjoratif, tandis que le modèle Fred Astaire est un modèle qui va plus du côté de l'authenticité. On peut dire que par exemple Chandelier de Sia avec la petite Maddie Ziegler, réalisée par Daniel Askill et donc qu'on a déjà analysé ensemble lors d'un des cours en présentiel, se situe plutôt du côté Fred Astaire, puisque même s'il y a plusieurs plans dans le clip, essentiellement la caméra est là pour accompagner et enregistrer la performance. Puis si vous voulez voir un clip avec le modèle Busby Berkeley qui joue à plein, modèle Busby Berkeley qui a été d'ailleurs beaucoup repris, hein, dans son principe en tout cas, même si les styles sont très différents, par un célèbre metteur en scène de comédie musicale des années 1970 qui s'appelle Bob Fosse, qui est notamment l'auteur de deux films extraordinaires que sont Cabaret en 1972 et
All That Jazz en 1979. Et justement, David Fincher, pour ce clip de Paula Abdul Cold Hearted, eh bien, qui est un clip très marquant en termes de chorégraphie à la fin des années 80, reprend, cite de façon explicite une scène célèbre de All That Jazz de Bob Fosse, film de 1979, qui reprend donc le principe de Busby Berkeley, mais avec évidemment un autre style et une autre esthétique, c'est-à-dire le principe de créer essentiellement la chorégraphie à travers le montage. Et donc de fragmenter les corps des danseurs à la fois par le cadre et par les coupes du montage. Donc je vous laisse visionner ce clip de Paula Abdul si vous le souhaitez. Ce qui me semble intéressant peut-être de mentionner, c'est que les vidéoclips performantiels qui montrent les artistes musicaux en train de chanter et de jouer d'un instrument peuvent aussi être pris pour des chorégraphies d'une certaine façon, parce qu'il y a le geste, le chanteur peut être quelqu'un qui a un corps très mobile, peut être quelqu'un de très charismatique, qui effectue des gestes, qui prend des poses, des attitudes intéressantes voilà, enfin, en tout cas captivante à l'écran. Et cette façon de tourner peut donner également, je dirais, à l'apparence d'un groupe de musique composé uniquement des réels instrumentistes et chanteurs, peut donner également à leur performance un aspect chorégraphique, reconfiguré, c'est pour ça que j'appelle ça rechorégraphie, par les moyens du cinéma et de l'audiovisuel, donc notamment par le cadre, le montage, les surimpressions, etc. Alors un excellent exemple de ça, c'est le vidéoclip Give It Away des Red Hot Chili Peppers en 1991, réalisé par le français Stéphane Senaoui dans le désert californien, que je vous propose de visionner tout de suite. Voilà, donc une référence absolue du clip performantiel, parce que il donne cet aspect en noir et blanc, avec l'espèce de peinture fluo dorée sur le corps, les paillettes, les gestes improbables, le montage coupé au couteau, et puis toutes sortes d'effets spéciaux naturels du cinéma, je dirais, comme par exemple ici une réversion, on a aussi vu des surimpressions, etc., enfin des trucages optique que n'importe qui peut obtenir sans forcément avoir recours
au numérique, de toute façon pas disponible à cette époque-là pour tourner. Voilà, ça donne du groupe en fait l'apparence d'une espèce de bête à 8 pattes et à 8 bras, hein, enfin à 8 jambes et à 8 bras. Ça met en symbiose les différents corps présents. Ça crée en fait finalement une véritable performance chorégraphique corporelle, très souvent associée au jeu instrumental ou à l'incarnation visuelle de la musique, mais aussi pouvant incorporer parfois d'autres types de gestes, d'autres types de mouvements tout aussi bien. Donc on est vraiment dans un spectacle nouveau. En plein désert, là encore, alors pourquoi il y a beaucoup de clips qui se tournent dans le désert, me direz-vous? Demandez-vous peut-être, à la fois parce que c'est un endroit intéressant, un désert, sur le plan visuel, mais c'est aussi parce que il y a besoin de payer personne pour aller tourner dans le désert. C'est libre de droit si on veut comme lieu. C'est un vrai enjeu pour les clips qui sont souvent des objets audiovisuels qui sont réalisés de façon avec un temps de tournage très court et avec un budget très serré. Et si on voit souvent des lieux désaffectés, des friches urbaines, des terrains vagues, des déserts, alors notamment à Los Angeles, les artistes californiens, quand on va tourner leurs clips, c'est quasiment toujours dans le désert, ou en tout cas très souvent. C'est parce que on peut y aller et avec l'équipe de tournage, et il n'y a même pas besoin de demander d'autorisation, et surtout il y a besoin de payer personne pour ce faire. Voilà. Ce clip nous permet de mentionner cet aspect-là. Je presse un petit peu le pas pour ne pas trop surcharger la vidéo, pour dire que le vidéoclip, c'était aussi évidemment l'intervention d'effets spéciaux pour créer un spectacle, là pour le coup, qui devient de plus en plus artificiel, pas au sens négatif évidemment, mais au sens de l'exploitation des ressources expressives propres à l'audiovisuel. Vous pouvez visionner notamment Virtual Insanity de Jonathan Glazer pour Jamiroquai, qui est un clip qui a été assez marquant dans sa façon de mettre en scène l'artiste musical dans un décor très stylisé, et de mettre en scène sa relation à ce décor tout au long d'une performance incorporant le chant playback et la danse. Dans Drop pour The Far Side, Spy Jones nous propose un clip performantiel conceptuel également très intéressant. Je vous propose d'en regarder un petit bout, puisque là il repose essentiellement sur un moyen totalement propre au cinéma et à l'audiovisuel de façon générale, qui est la réversion. Alors vous avez compris le principe, hein, il ne s'agit pas juste de tourner et puis de monter l'image à l'envers ensuite, enfin de passer les images à l'envers. C'est plus complexe que ça, c'est de demander aux artistes d'interpréter, de marcher à l'envers au tournage, et d'interpréter leurs chansons à l'envers aussi, au niveau de la synchronisation labiale. Vous imaginez le travail que ça a dû leur demander d'apprendre par cœur leurs chansons en prononçant les mots à l'envers. Et puis ensuite, évidemment, au tournage, il a fallu se déplacer à l'envers dans un monde de gens qui se déplaçaient à l'endroit.
Et au montage, ce qu'a fait Spike Jonze, c'est qu'il a mis à l'envers la bande obtenue, ce qui permet de montrer les artistes qui se déplacent à l'endroit, mais de façon bizarre, puisque au tournage, ils se sont déplacés à l'envers, donc leurs mouvements ont quelque chose de totalement artificiel, quelque chose qui ne pourrait pas être reproduit en vrai par des artistes sur une scène, voilà, des choses qui défient un peu les lois de la gravité. Et par conséquent, c'est le monde entier qui semble aller à l'envers pendant que les artistes vont à l'endroit, alors qu'au tournage, c'était l'inverse. Bon, bref, vous avez compris qu'on est là face à une performance qui renouvelle considérablement le clip de rap à partir d'un contexte décor costume situation qui lui était très classique, hein, les artistes dans la rue qui interprètent leurs chansons face caméra avec la gestuelle emblématique du hip-hop. Mais là, voilà, c'est quelque chose de totalement nouveau qui se présente à nous grâce à cet effet de montage. Et on est typiquement, encore une fois avec Spike Jonze, dans un clip qu'on pourrait appeler performantiel conceptuel. Quelle performance, pourrait-on dire, sans jeu de mots, pour les artistes musicaux que d'avoir tourné ce clip. Je résiste pas à l'idée de vous montrer un petit coup le clip When the Party's Over, réalisé par Jeff Dessom et Carlos Lopez Estrada pour la chanteuse Billie Eilish, qui est un petit peu une star de notre époque ultra contemporaine, donc je n'ai pas besoin de vous la présenter. Billie Eilish, dont les vidéoclips étranges, intrigants, assez radicaux, ont fait beaucoup aussi pour l'établissement de sa persona et la confirmation de son succès. Et je vous le montre notamment parce que celui-là, il y a un effet spécial tout à fait intéressant dedans, qui va vous rappeler, je pense, un petit peu le clip de Sinead O'Connor pour Nothing Compares to You. Donc voilà, évidemment, la citation explicite du fameux clip de Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, semble attester ici. On reprend un peu le même dispositif
plan séquence en talking head sur le visage de l'interprète au moment où des larmes coulent sur ses joues. Ici, évidemment, la différence, c'est que les larmes sont noires, qu'on est dans le registre de l'effet spécial. Et vous avez aussi remarqué qu'il y avait eu un petit moment où le corps de l'artiste semblait véritablement animé par le montage, par une manipulation des vitesses de l'image, sur le moment où il y a eu un petit break dans le morceau musical. Au-delà de cette référence, après, on est typiquement ici face à l'exemple même de la façon dont le clip peut exprimer un certain être au monde adolescent, un certain désarroi adolescent, à travers donc une chanson qui parle du fait de ne pas le montrer à l'extérieur, mais une fois que la fête est finie, when the party is over, se sentir dévasté à l'intérieur, parce qu'il s'est peut-être passé quelque chose qui a blessé ou qui a angoissé ou je ne sais quoi. Et donc on est dans ce registre de la chanson pop qui permet à n'importe qui de se l'approprier, et notamment ici dans l'exploration d'un ethos adolescent que le vidéoclip en tant que secteur de création a très souvent exploré, de la même façon que les musiques pop aussi se sont très souvent adressées, peut-être plus spécifiquement encore, aux aspirations, aux craintes, aux anxiétés, au rapport au monde, aux élans de vie des adolescents, le terme étant à prendre au sens assez large, évidemment, pas juste les gens qui font leur puberté, mais voilà, tous les jeunes gens entre 12 et 25 ans peut-être, sans même vouloir mettre de limites intangibles. Ce clip-là en est une belle illustration, et il était également l'illustration du caractère très citationnel du vidéoclip, qui peut citer beaucoup de choses, des films de cinéma, des œuvres de peinture, des œuvres photographiques, toutes sortes de références de production culturelle fameuses, mais qui peut aussi se citer lui-même. Et le vidéoclip, maintenant, ayant une quarantaine d'années d'existence, a une histoire suffisamment riche pour opérer ces formes d'auto-citation. Donc comme ici le fait Billie Eilish en reprenant le dispositif de Sinéad O'Connor. Et en donnant une incarnation visuelle assez intéressante aussi, évidemment, aux paroles de la chanson et à l'espèce de détresse dissimulée qu'elle suggère. Alors, ce qu'il y a aussi à partir du moment où le clip arrive sur YouTube, notamment dans les années 2000, c'est que de plus en plus d'artistes font des clips. Alors, Billie Eilish, c'est typiquement un parcours d'artiste musical que YouTube a fait, qui a véritablement explosé sur YouTube, donc sans passer par les gatekeepers traditionnels, les fournisseurs habituels du succès. Auparavant, pour atteindre la notoriété, le nombre de ventes de disques ou de fichiers musicaux que Billie Eilish a atteint il y a un an ou deux, pour un artiste musical, il fallait passer par toutes sortes d'étapes. On faisait des salles de 300 places, puis des salles de 1000 places, puis des salles de 5000 places. Entre-temps, on avait les premiers passages radio, et puis les premiers passages télé. Tout ça était géré par les maisons de disques. Il y avait des ascensions, on va dire, il pouvait y avoir des ascensions fulgurantes parfois, mais la plupart étaient quand même des ascensions programmées. Le vidéoclip a un peu changé ça, d'abord dès le départ dans les années 80-90, parce qu'un clip pouvait faire de quelqu'un une star du jour au lendemain. Et on pouvait passer du jour au lendemain de jouer dans des salles de 300 personnes à jouer dans des salles, dans des stades. Mais encore fallait-il que le clip soit accepté par les chaînes de télé qui diffusaient les clips, et qui ont une grille à remplir, et qui n'est pas une grille très extensible. Et donc là, ça passait souvent par des contrats avec les maisons de disques, des accords, etc. Donc c'était encore géré beaucoup par les maisons de disques qui voulaient placer certains poulains plutôt que d'autres, etc. À l'ère YouTube,
En fait, n'importe qui, à partir du moment où il a composé de la musique et à partir du moment où il a tourné un clip, même avec un budget relativement réduit, si tout ça fonctionne bien, si tout ça plaît au public, ça peut devenir très rapidement viral et d'un seul coup, on peut voir s'ouvrir les portes de la notoriété, de la célébrité, des ventes de disques par caisse entière. Évidemment, tout ça peut se refermer aussi vite que cela s'est ouvert, c'est sûr, mais ça, ce n'est pas nouveau. En tout cas, c'est intéressant de constater aussi que l'ère YouTube, ça a été l'ère dans laquelle la distinction entre professionnels et amateurs, c'est encore plus, comment dire, elle est devenue encore plus floue. Hein. Elle s'est un petit peu encore plus dissolue qu'elle ne l'était auparavant. Alors on a des exemples par exemple de création participative de clips. Je vous laisse par exemple regarder vous-même ce clip réalisé par Kutiman Give It Up pour Through You Too. C'est un clip qui a été basé sur l'idée qu'on demandait aux gens chez eux de se filmer avec leur webcam en train de jouer une partie de la chanson. Alors certains ont joué le thème au piano, d'autres ont joué la batterie, d'autres ont chanté le chant, etc. Et le clip en fait se propose de réunir ces différents plans avec la prise de son, c'est-à-dire la prise de son amateur, et de les assembler pour recréer le morceau musical avec donc les visages et les intérieurs, les contextes, décors, costumes, situations de ces amateurs qui ont participé pleinement à sa création. C'est un geste conceptuel tout à fait intéressant. Pour le sacre de l'amateur, là encore, il faut mentionner Spike Jonze, le roi du clip performantiel conceptuel, qui a tourné pour Fatboy Slim un clip qui s'appelle Praise You en 1998, qui est resté un des clips les plus populaires de l'ère MTV. C'est un clip dans lequel en fait il emmène lui-même un faux groupe de danse amateur qu'il a créé lui-même, Spike Jonze, et qui est composé uniquement de personnes dont les corps sont tout à fait normaux. C'est pas du tout des corps de stars, c'est des gens entre deux âges avec des apparences physiques de monsieur et madame tout le monde. Et qui n'ont même pas de talent particulier pour danser. C'est vraiment des danseurs amateurs et il les a emmenés danser, effectuer une performance en son live dans un hall de multiplex en Californie et donc c'est pris avec sur le vif. Il y a la sécurité qui intervient à un moment, il faut arrêter la performance pour la reprendre ensuite et il y a un côté extrêmement réjouissant et frais et neuf en fait dans le fait de voir une chorégraphie hyper imparfaite exécutée par des corps en survêtement qui sont des corps qui n'ont absolument qui sont aussi imparfaits en fait comme sont les corps d'à peu près tout le monde, mais souvent les corps qui apparaissent dans les clips sont des corps un peu idéaux. Là, c'est pas du tout le cas, et ce clip donc a amené une sorte de vent de fraîcheur dans dans le grand corpus des clips chorégraphiques qui bien souvent sont hyper léchés, hyper millimétrés en termes de danse et qui bien souvent sont incarnés par des corps idéaux. Ici, ce n'était pas du tout le cas, et ça a merveilleusement fonctionné grâce à cette dimension conceptuelle. On peut regarder un petit coup, par exemple, un groupe comme Okego, qui est un groupe nordique. J'ai un doute, je pense qu'ils sont danois, il faut vérifier, mais voilà, un groupe scandinave. Pas un groupe de pop rock tout à fait banal en termes musicaux, rien d'extraordinaire, mais qui s'est fait une spécialité depuis l'apparition de YouTube de réaliser des clips qui sont à chaque fois des clips performantiels, conceptuels, hyper intenses et intéressants. Et donc je vais vous montrer le premier qu'ils ont sorti et qui leur a permis très rapidement d'avoir des millions de vues sur YouTube, alors que vraiment à la fois leur profil artistique et puis leur musique
honnête mais passe-partout, ne prédisposait pas à un tel succès planétaire. Donc c'est vraiment des artistes qui se sont servis de YouTube pour proposer à chaque fois des clips performantiels au concept très intéressant, où le terme de performantiel d'ailleurs n'est pas à prendre à la légère, parce qu'à chaque fois c'est une vraie performance au sens même métaphorique du terme. Il ne s'agit pas juste de synchronisation labiale en playback, il s'agit à chaque fois de choses extrêmement préparées, avec souvent une esthétique du plan séquence qui amène voilà, cette idée de la performance. Alors je vais vous montrer donc le clip de Here It Goes Again. Voilà, ici le clip performantiel en fait devient donc par le garantie d'authenticité du plan séquence, hein, finalement une performance au sens de prouesse, hein, et pas seulement au sens de donner l'illusion de la représentation d'un spectacle musical. Donc je vous laisse explorer la clipographie de Okego si vous voulez voir toutes sortes de clips sur ce registre-là. Registre joyeux et tout à fait sympathique, pas non plus d'une profondeur extraordinaire, hein, mais quand même on peut dire qu'il y a un petit message qui passe, parce que notamment le fait d'accomplir cette chorégraphie sur des tapis roulants, c'est pas totalement anodin, parce que les salles de sport c'est un endroit où on consomme des vidéoclips, c'est un endroit où on expose des vidéoclips, d'ailleurs on les expose souvent sans leur musique, ce qui est un peu une incongruité, comme je l'avais dit lors d'une des premières vidéos de ce cours, mais ça renvoie aussi à l'idée, à ce que c'est que le vidéoclip, c'est-à-dire une forme artistique qui est extrêmement vernaculaire, c'est-à-dire qui est toujours diffusée dans des configurations quotidiennes, voire triviales, ce qui explique aussi le manque de légitimité qu'a parfois le vidéoclip dans la sphère culturelle, mais c'est aussi sa chance d'être un art qui passe finalement un petit peu en dessous des radars, qui a parfois des incarnations mineures et puis d'autres beaucoup plus intéressantes. En tout cas, on en a vu une petite variété à travers cette exploration des différents enjeux du clip performantiel qu'on va à présent stopper. J'ai déjà parlé un petit peu de la question de la performance de genre. Alors voilà, peut-être quand même un dernier point, le terme performance, on peut le prendre à différents niveaux. Donc on peut par exemple le prendre en tant que prouesse, hein, comme par exemple avec Okego ici, pas seulement en tant que représentation d'un spectacle musical, mais vous savez aussi que dans le célèbre ouvrage Trouble dans le genre, la théoricienne queer Judith Butler en 1990 qui a vraiment contribué à imposer la notion de genre, hein, en tant qu'approche théorique de la question des rôles sociaux et des représentations d'hommes et de femmes, ou voire d'autres genres. L'idée que en fait le genre masculin-féminin peut être dissocié du sexe biologique, et que dans tous les cas, que l'on soit un homme cisgenre ou une femme transgenre ou tout ce que vous voulez,
on exécute dans l'espace social des performances de genre. Le genre est quelque chose qui se performe. On performe la masculinité comme on performe la féminité en fonction de certains codes sociaux, en fonction d'un certain état hégémonique ou minoritaire de la culture. Donc on performe soit de façon normative, soit de façon oppositionnelle ou subversive. Mais dans tous les cas, voilà, le genre est une performance, même pour celles et ceux qui n'en ont pas conscience. Qui se disent oh, moi je suis un homme normal, ou moi je suis une femme normale, je fais ça. Bon voilà, on a toujours l'idée que le genre est une performance, et le vidéoclip c'est vraiment le lieu dans lequel les performances de genre peuvent se donner à voir et peuvent se donner à étudier. Alors par exemple, un clip vraiment intéressant à ce niveau-là, parce qu'il opère aussi une rencontre un peu inattendue entre un certain contexte décor costume situation et une certaine performance de genre. C'est celui de l'artiste français électro Kid Ismail. Le morceau s'appelle Let the Beach Know. C'est réalisé par un certain Louvre. Et ça a été tourné dans une cité populaire, un quartier défavorisé du 94. Je ne me souviens plus exactement du nom de ce quartier. Mais voilà le type de représentation que nous avons. Donc l'idée de performance de genre, mais aussi l'idée d'enjeu lié à la représentation de l'ethnicité et à l'affirmation de certaines orientations sexuelles, rencontre un certain contexte décor costume situation. Et voilà, si vous avez suivi un petit peu tout ce qu'on a dit dans ces vidéos, vous allez pouvoir apprécier tous les enjeux qui sont brassé par ce clip, dont je vous propose de voir un extrait, puis vous pouvez évidemment le regarder en entier si vous le souhaitez par vous-même sur YouTube.
Voilà, et vous avez tout hein, dans ce clip. Vous avez une imagerie ghetto à la française, avec tout ce que ça connote hein, comme enjeux sociaux et culturels. Vous avez des corps qui sont quasiment tous des corps racisés. Vous savez, une mode à la fois queer et sportswear, des activités à base de bris de voitures et de jeux avec des buggy ou avec le feu qui renvoie aux imageries de la délinquance propagée par les journaux de 20 heures lorsqu'ils parlent notamment de ces quartiers et de leurs habitants. Et vous avez tout ça dans un contexte décor costume situation en fait enfin surtout ici il y a un décor qui est cette cité du 94 dont certains habitants n'ont pas tellement apprécié le fait que leur quartier, excusez-moi, est servi, et été annexé d'une certaine manière culturellement par ces performeurs qu'on pourrait définir comme étant queer pour aller vite. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'artiste musical a reçu des menaces de mort hein, quand même à cause de ce clip. Et ça montre bien en fait que le clip touche quelque chose de très fort ici en termes de choc culturel. Et à travers l'alliage entre différents styles de représentation, entre des vêtements, des poses, des attitudes. L'affirmation d'une certaine sexualité et notamment on le voit avec ces deux hommes noirs qui finissent par s'embrasser dans le parking souterrain, ce que l'on voit ici hein, qui se retrouvent un petit peu plus tard dans le clip comme vous avez pu le constater. Donc c'est aussi peut-être un des rôles, une des fonctions sociales et médiatiques qu'a le vidéoclip que de présenter en fait sans histoire à proprement parler hein, sans autre enjeu que la musique et sa représentation, de présenter des façons d'être, de mettre en rapport des éléments du corps social, un certain décor urbain, certains corps, certains comportements, certaines attitudes, certaines orientations sexuelles, un certain univers musical, comme ici celui de la house, puisque c'est vraiment un univers quand même plutôt connoté urbain, centre-ville, et pas hip-hop comme le décor semble être plutôt associé à ce genre musical-là. Bref, le clip est une véritable centrifugeuse en fait d'éléments culturels qui peuvent cohabiter ainsi à l'intérieur d'un objet audiovisuel qui n'a d'autre fonction que de les faire exister. On a par exemple aujourd'hui, grâce à YouTube aussi, toute une vogue du rap queer, hein, c'est-à-dire de rappeurs qui revendiquent à travers des clips sur YouTube des façons d'être, des attitudes, des façons de se vêtir, des façons d'envisager leur vie sentimentale et sexuelle, qui sont totalement à l'opposé des clichés virilistes et homophobes du rap traditionnel, je dirais, mais qui sont aussi une façon d'annexer à un autre territoire culturel, de faire cohabiter en fait des choses qui autrefois étaient séparées. Donc ce clip-là, dans la France des années 2010, me semble particulièrement intéressant par rapport à ça, et puis par ailleurs, vous avez peut-être pu le remarquer, je le trouve extrêmement bien monté, avec un grand sens de la musico-visualité, alors que finalement les actions qui sont présentées ne sont pas non plus d'une grande variété, hein, mais il y a un vrai groove musico-visuel qui se produit à l'intérieur de ce clip et qui le rend d'autant plus intéressant au-delà de ce qu'il représente par ailleurs. Voilà, bon, je m'arrête ici. Comme vous avez pu le constater, j'arrive pas à faire des vidéos courtes, je vous demande de m'en excuser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je vous remercie bien. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour deux nouvelles vidéos sur les clips narratifs et sur les clips conceptuels. Voilà, à bientôt.